Ce qui avait débuté comme un simple nettoyage visant à retirer de la boue au large des côtes indonésiennes, s'est transformé en la découverte de vestiges d'une masse terrestre engloutie datant de l'âge de glace. Les archéologues ont mis au jour plus de 6000 fragments fossiles, parmi lesquels des restes d'Homo erectus âgés de 140 000 ans. Cette trouvaille a forcé les scientifiques à repenser la manière dont les premiers humains vivaient, se déplaçaient et interagissaient en Asie du Sud-Est. Pendant des années, l'on crut qu'Homo erectus sur l'île de Java vivait isolé, séparé du reste du monde. Or, ces fossiles bouleversèrent totalement cette conception. Java n'était alors pas une île, mais constituait une partie d'une vaste masse terrestre baptisée Sundaland. Ainsi, l'Asie du Sud-Est s'étendait comme si l'océan avait été vidé, reliant l'Indonésie, la Malaisie, Bornéo, la Thaïlande et le Vietnam en un unique et immense territoire. Les îles actuelles de Java, Sumatra, Bornéo et Bali étaient reliées par des réseaux fluviaux rappelant probablement l'Amazonie, par des forêts où circulaient d'imposants animaux et par des plaines côtières qui seraient plus tard submergées à mesure que les températures s'élevaient. Homo erectus ne se trouvait pas contraint, il prospérait dans ce qui s'apparentait à un petit bonheur préhistorique. Ce paysage n'avait rien de ce que nous imaginons généralement de l'ère glaciaire, souvent perçu comme un désert gelé. Le niveau des mers chuta de plus de 120 mètres. Une partie considérable de l'eau s'étant figée en glacier. Lorsque ces volumes se retrouvèrent emprisonnés dans la glace, d'amples portions du plancher océanique émergèrent, comme de gigantesques pierres de gué. Les premiers hommes n'avaient plus besoin de bateaux. Ils pouvaient se rendre à pied de l'actuelle péninsule indochinoise jusqu'à des lieux qui sont aujourd'hui des îles, explorant et chassant des troupeaux à travers ces terres ouvertes, comme sur un gigantesque réseau autoroutier préhistorique. Cette vaste autoroute est essentielle, car elle réécrit totalement la compréhension des déplacements des premiers humains. Homo erectus disposait d'un continent entier à parcourir. Il suivait les fleuves, traversait les vallées et s'adaptait à des environnements variés, de la même façon que vous découvrez des raccourcis pour vous rendre au bureau ou trouver de nouvelles routes vers votre café préféré. Comme tout était interconnecté, les animaux circulaient aussi librement. Tigres, éléphants, bovins gigantesques et tortues de la taille de petites voitures. Les humains suivaient ces impressionnants animaux. Parmi les fossiles extraits du détroit de Madura, certaines preuves de ce comportement sont apparentes, comme des carapaces de tortues portant des traces de découpe et des os de bovidés fracturés. La présence de marques précises sur les os indique que quelqu'un prélevait délibérément la viande à l'aide d'outils qu'il avait façonnés lui-même. Quant aux os fendus, ils révèlent l'extraction de moelle, sorte de pâte protéinée préhistorique, riche en graisse et idéale pour obtenir les calories nécessaires à la survie. Ce niveau de planification et de savoir-faire surpassait ce que les chercheurs attendaient d'Homo erectus. Il rapproche cette espèce des comportements observés chez les premiers Homo sapiens ou les Denisoviens, montrant qu'ils ne se contentaient pas de subsister sur des restes, ils chassaient activement, transformaient leur nourriture et la partageaient, peut-être comme le font les humains modernes. Si vous les imaginez encore comme des hommes des cavernes lourdeaux et voûtés, oubliez cela. Ils étaient d'une vivacité remarquable. Les techniques qu'ils employaient pour transformer leur nourriture se rapprochent étrangement de celles d'autres hominidés, pas uniquement Homo erectus. Nous parlons là de l'homme de Flores, des Denisoviens et des premiers Homo sapiens. Cela suggère que ces groupes n'existaient maintenant peut-être pas seulement côte à côte, mais qu'ils ont pu interagir, échanger des idées, copier des méthodes, ou même se croiser et partager des territoires. Ainsi, l'Asie du Sud-Est ne se présente plus comme une série d'îles isolées, mais comme un écosystème humain foisonnant où différentes espèces se croisaient. Et voici l'aspect tragique, tout ce que nous connaissons de ce lieu, tout ce que les humains y ont construit, perdu et découvert, repose désormais sous les eaux. À la fin de l'ère glaciaire, les glaciers fondirent comme des cornets de glace sur un trottoir brûlant. Le niveau de la mer s'éleva, d'abord lentement, puis rapidement. Les rivières débordèrent, les côtes disparurent, et des paysages humains entiers furent engloutis par les vagues. Sundaland fut submergé sur des milliers d'années, et ses habitants durent y s'adapter ou se réfugier sur des terres plus élevées. Les archéologues tentent aujourd'hui d'interpréter les modes de vie de ces populations, ainsi que le nombre d'espèces humaines ayant foulé ce territoire. Chaque nouvel os ou artefact extrait du fond marin nous rapproche un peu plus de la réécriture complète de ce que nous pensions savoir sur les migrations humaines anciennes. Cette découverte,
pourrait indiquer que l'Asie du Sud-Est eut autant d'importance pour l'évolution humaine que l'Afrique, le Moyen-Orient ou l'Europe. Sundaland ne représentait pas une simple péripétie secondaire, mais une véritable zone de rencontre, où l'humanité expérimentait, s'adaptait, apprenait et progressait. Des découvertes inattendues, comme celles survenues en Indonésie, continuent d'émerger à travers le monde, surprenant les scientifiques. En Chine, des agriculteurs espéraient récupérer des excréments de chauves-souris pour en faire des engrais naturels dans une étroite grotte calcaire. Ils tombèrent cependant sur des fragments d'os fossilisés, ressemblant étrangement à des parties d'un crâne humain. Ce crâne s'avéra extrêmement ancien, âgé d'environ 300 000 ans. Les chercheurs le baptisèrent, finalement, Maba 1. Découvert dès 1958, ce fossile suscita depuis lors de vives discussions quant à l'espèce humaine à laquelle il appartenait. Durant le Pléistocène moyen tardif, le monde s'apparentait à un véritable carrefour où déambulaient différentes espèces humaines anciennes. Ou, peut-être, Maba 1 provenait-il d'une espèce encore inconnue. Le principal problème résidait dans le fait que les chercheurs ne disposaient que d'une partie du crâne, ni mâchoire, ni autres os, comme tenter de résoudre un gigantesque puzzle avec la plupart des pièces manquantes. Pendant longtemps, on supposa qu'il pouvait s'agir d'un néandertalien. Mais l'emploi de la microtomographie, semblable à une supervision permettant d'examiner l'intérieur des fossiles sans les endommager, révéla d'étranges structures tubulaires reliant certaines zones de la boîte crânienne, structures quasi inexistantes chez les néandertaliens. L'agencement interne du crâne s'apparentait davantage à Homo erectus, une espèce humaine bien plus ancienne, sans pour autant correspondre parfaitement. La taille et la forme du crâne se rapprochaient des humains modernes et des néandertaliens, tout en présentant des caractéristiques inhabituelles pour Homo erectus. La région frontale était plus courte et le bregma, point de jonction de deux os crâniens, épaissi. Maba 1 portait également une curieuse dépression sur le front, comme un bleu figé dans le temps. Quelle qu'en fût la cause, chute, anémie ou autre, elle survint alors que la personne était vivante. L'absence de signes d'infection suggère que l'individu guérit et poursuivit sa vie après ce traumatisme. Ainsi, Maba 1 ne correspond parfaitement à aucune espèce connue, mais il présente des caractéristiques partagées avec plusieurs d'entre elles et dégage la même aura de fossiles mystérieux que d'autres découverts à travers l'Afrique. En 1976, la célèbre paléontologue Mary Leakey et son équipe mirent au jour un autre crâne humanoïde en Tanzanie. Ce crâne révélait des traits étonnamment proches de ceux d'Homo sapiens, bien qu'il fût extrêmement ancien. Les chercheurs considèrent qu'il pourrait s'agir de l'un des plus anciens représentants de notre espèce jamais identifiée, offrant ainsi la possibilité de répondre à l'une des questions majeures de la science. À quel moment précis Homo sapiens est-il apparu pour la première fois? La couche sédimentaire où ce crâne fut découvert remonte au Pléistocène moyen, soit bien plus tôt que ce que les anciens manuels affirmaient sur l'apparition de l'homme moderne. Il existe également le crâne découvert dans la mine de zinc de Broken Hill en Zambie. Les mineurs y tombèrent littéralement par hasard, accompagnés de quelques autres ossements. Les scientifiques le surnommèrent « homme de Rhodésie » et l'on crut d'abord qu'il constituait le chaînon manquant entre Homo erectus et Homo sapiens. Toutefois, grâce à des méthodes de datation plus précises et à de nouveaux outils de recherche, il fut établi qu'il avait environ 299 000 ans et appartenait très probablement à l'espèce Homo heidelbergensis. Chaque nouveau fossile agit comme une pièce manquante du puzzle dans la vaste et complexe histoire de l'évolution humaine. Chacun contribue à relier des espèces jadis considérées sans lien, à redessiner les arbres généalogiques et à réécrire des chapitres de notre passé dont nous ignorions même l'inexactitude.